Mes chers amis, bien bonjour. Aujourd'hui, on va aborder le deuxième pôle de notre série sur l'histoire des bibliothèques avec justement la période médiévale et tous les changements que cette période a pu apporter pour ce développement, pour cet enrichissement des bibliothèques. Donc, en premier lieu, ce qu'on peut dire tout d'abord des bibliothèques au Moyen-Âge, c'est qu'on assiste à une progressive disparition, et ce dès le VIe siècle, des bibliothèques païennes, donc des bibliothèques antiques anciennes, que l'on peut voir aussi les bibliothèques religieuses à côté de cela être plus mises en avant et surtout rattachées à des monastères ou à des cathédrales. Ce but étant de préserver et de transmettre une partie de la culture classique. Donc, ce qui prouve que même si les bibliothèques antiques tentent à disparaître, la culture qui faisait partie de ces bibliothèques tend à perdurer. Donc, il y a une petite transmission d'héritage avec, donc ce n'est pas totalement perdu. En revanche, à la fin du 8e siècle, on va avoir en fait la Renaissance carolingienne, qui va passer notamment par une réforme, qu'on va appeler la réforme carolingienne, qui va apporter une forme de renouveau bibliothèque. Ça, on va le voir dans une première partie où justement je vais traiter de la période carolingienne, notamment après que les Carolingiens se soient installés à cette époque-là, après avoir bien sûr botté les fesses aux Mérovingiens entre-temps. Donc on va voir ça en première partie. Mais à côté de cela, il faut souligner également qu'au XIe siècle, et au XIe siècle, bon, avec tous les changements que le XIe siècle pouvait connaître, on assiste également à un nouvel essor des bibliothèques, donc à un nouveau boom des bibliothèques, avec ce qu'on va voir comme changement. Ça, on le verra dans une autre partie qui va être axée sur le monde des bibliothèques à partir de l'an 1000, et jusqu'à la fin. Au XIIIe siècle, on va voir un plus large épanouissement des bibliothèques. Donc ça rejoint ce que nous allons voir en seconde partie, notamment avec les universités, mais aussi avec les ordres mendiants. Les ordres mendiants qui sont les dominicains, les franciscains, pour citer par exemple ces deux exemples les plus connus, qui vont apporter un certain nombre de savoirs, mais surtout qui vont toucher un plus grand public que ce que les bibliothèques de base pouvaient toucher. Donc ça va apporter une espèce de, on va dire, petit boost pour les bibliothèques. Ensuite, il faut savoir que ce développement des bibliothèques au XIIIe siècle est dû notamment au développement de l'économie, mais aussi au développement urbain. Ça, on le verra toujours en deuxième partie, ce qui se passe après l'an 1000, un petit peu tous les boosts, tout ce qui a permis aux bibliothèques de popper à partir de cette époque-là. La notion de bibliothèque publique, donc à nouveau cette question des bibliothèques publiques, prend tout son sens déjà dès le Moyen-Âge. Alors, si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit dans la vidéo sur l'Antiquité, que je vous conseille d'aller voir avant de regarder cette partie-là, la notion de bibliothèque publique existait déjà, mais au Moyen-Âge, elle tend à avoir une autre signification et peut-être un impact beaucoup plus grand. Donc, c'est ce qu'on verra ensuite. Ensuite, on verra le cas de bibliothèques très particulières avec les bibliothèques ecclésiastiques, qui sont le modèle le plus dominant, voire le plus exclusif de l'époque. Et ensuite, à côté de cela, on verra également les bibliothèques laïques, qui sont un autre type de bibliothèque, mais qui tend un petit peu à coller aux bibliothèques ecclésiastiques, parce que bon, les deux existent, mais il y a quelques petites différences. Cela a pour but aussi, tout cet amas d'informations, pour faire comprendre qu'il y a également une place assez conséquente aussi entre la culture laïque et la culture profane qui tendent un petit peu à cohabiter ensemble. Donc, on va voir un petit peu tout ce brassage du milieu du monde
au travers de cet exposé, en espérant que je ne vais pas en perdre la moitié et que la moitié ne va pas s'endormir. Donc, on va commencer par nos amis les Carolingiens. Les Carolingiens, ils arrivent quand? Milieu du 8e siècle, après avoir mis bien comme il faut une bonne raclée à leurs anciens camarades qui étaient les Mérovingiens, en disant « Maintenant, c'est nous qui commandons et vous allez voir ailleurs si on est. » En gros, c'est ça. On va pas faire un cours d'histoire du Haut Moyen-Âge, ce n'est pas le sujet. Donc, cela a été possible comment? Me direz-vous? D'une certaine manière, ça a été possible par les conquêtes territoriales de Charlemagne, qui, celui-ci, voulait organiser un petit peu un empire unifié, donc plus ce système de provinces comme c'était le cas du temps des Mérovingiens. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les Mérovingiens, je vous conseille le livre de Stéphane Lebec, L'origine des Francs. C'est un très très bon livre et je vous conseille d'aller le lire si vous voulez en savoir plus sur les Mérovingiens et les Carolingiens à côté. Donc, ça, c'est parenthèse fermée, c'est un très très bon ouvrage que je conseille à tous ceux qui sont fans du Haut Moyen-Âge. Donc, parenthèse terminée. Donc, je parlais de Charlemagne et de sa volonté d'organiser un empire unifié. Son but n'est plus de vouloir voir l'empire divisé en plusieurs morceaux avec plusieurs princes à la tête de ces morceaux et qui se tapaient dessus parce que l'un voulait prendre le morceau de son frère ou de son beau-frère, et inversement. Donc, lui, on fait un truc, un seul bloc et terminé, un balai pesé. Mais comment cette réforme a pu se mettre en place en premier lieu? Elle prend appui tout d'abord sur la politique, mais aussi la politique, mais plus particulièrement la réforme de l'Église. L'Église qui tend à être qui se réforme un peu, pas tous les 4 matins, mais qui a tendance un petit peu à se réformer au fur et à mesure du temps. Donc, elle va prendre appui là-dessus, mais aussi sur une forme de réorganisation culturelle. Donc, on va avoir une réforme qui va s'appuyer à la fois sur des préceptes politico-religieux, ce qui est logique un peu pour l'époque, mais aussi sur une réforme culturelle. Donc, ça veut dire développement de l'écrit, des manuscrits, peut-être évolution de l'écriture, ça, on va le voir tout de suite après. Donc, la réforme carolingienne, on met des très très gros guillemets, moi je mets des gros guillemets quand j'emploie ce mot-là, privilégie la construction en premier lieu du livre, c'est-à-dire on va voir petit à petit l'émergence du livre au sens où on l'entend de l'époque, mais aussi de l'écriture. Donc, il y a une vraie volonté un petit peu d'alphabétiser de plus en plus les gens. Mais les gens qui ont, on va dire, la capacité d'apprendre à lire et à écrire. Le petit peuple ne va pas forcément apprendre ce genre de choses. D'abord, les livres coûtent très cher, et ensuite, on n'a pas nécessairement les moyens de les acheter. Donc, c'est ça principalement les hautes sphères qui vont en profiter. Donc, l'un des effets, en premier lieu, et ça c'est peut-être pas un effet collatéral, mais tout comme de cette réforme carolingienne, c'est la progressive disparition des bibliothèques antiques, du moins en Occident. Donc ça veut dire que, si vous vous souvenez bien de ce que je vous avais expliqué durant la période antique, dans ma première vidéo là-dessus, je la mettrai dans le petit si j'y pense, c'est le fait que les Romains ont installé des bibliothèques partout un peu dans leur conquête, ce soit les colonies, les conquêtes territoriales, bref, je vous renvoie à cette vidéo-là. Et petit à petit, ces bibliothèques-là, petites ou grandes, ont tendance à disparaître. Donc c'est une forme aussi de récupération de la culture qui existait déjà, de la culture antique, comme je l'ai expliqué, mais c'est aussi une forme un peu, on veut gommer pour mettre quelque chose de nouveau à la place. Cette réforme s'appuie sur 4 points principaux. Tout d'abord, une généralisation un peu de la règle bénédictine. La règle bénédictine, je vous l'en ai déjà parlé, c'est une règle monastique de clergé régulier, c'est-à-dire clergé
les moines qui sont dans leur monastère et qui ne se mêlent pas au monde. Ça, je vous avais expliqué dans mes vidéos sur mes travaux en master, la différence entre le clergé séculier et le clergé régulier. Je vais la réexpliquer brièvement. Le séculier, ce sont ceux qui vont vivre parmi la population, parmi le monde, près des gens, et les réguliers, ce sont ceux qui vont obéir à une règle monastique, cisterciens, bénédictins, ce que vous voulez, et qui vont être un petit peu cloîtrés dans un monastère, qui ne vont pas se mêler aux gens. Donc, grosso modo, c'est un petit peu ça la différence entre les deux. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus, je reviens à mon sujet. Donc, on met en avant la règle bénédictine, mais aussi un renouveau par le biais de l'enseignement, et plus particulièrement dans les écoles cathédrales et les écoles monastiques. Donc, si ça vous intéresse, je vous ferai un petit topo sur l'école au Moyen-Âge, ça pourrait être sympa, ça pourrait être drôle, dites-moi ce que vous en dites en commentaire, moi ça ne me gêne pas du tout. Donc, ce sont des écoles qui étaient déjà présentes, c'était des écoles qui étaient ouvertes plus ou moins à tous, où on pouvait apprendre les bases de l'enseignement, mais aller dans ces écoles, vraiment les gens qui pouvaient déjà se le permettre et qui pouvaient permettre d'envoyer leurs enfants à l'école, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque. Mais ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas le sujet. Donc, ces écoles-là existaient dans les cathédrales et les monastères parce que c'était les moines, c'était les prêtres qui étaient les mieux adaptés, peut-être les plus érudits, c'était ceux qui étaient les plus érudits pour pouvoir transmettre le savoir aux enfants et aux jeunes. Ensuite, deuxième point, c'est un besoin de texte, c'est-à-dire des textes, c'est-à-dire avec notamment des reproductions de textes de base, notamment la Bible, enfin ce genre de choses, production de livres utiles à la vie quotidienne de l'époque. On a aussi le cas de manuscrits un peu copiés, donc avec de manuscrits copiés, que ce soit de la littérature, que ce soit tout à fait autre chose, on a toujours un peu le Moyen-Âge a un peu cette culture du livre copié. C'est notamment ce qu'on peut voir dans les enluminures des moines qui sont en train de copier leur bouquin à la chaîne. Et c'est un petit peu le cas. La seule particularité qu'on peut souligner pour l'époque carolingienne, c'est une nouvelle forme d'écriture, c'est-à-dire l'écriture caroline. C'est l'écriture que l'on connaît maintenant. C'est une écriture qui est relativement lisible, relativement peut-être beaucoup plus ronde au niveau des lettres. Donc c'est une nouvelle forme d'écriture. Cette nouvelle forme d'écriture a été inventée par Saint Martin de Tours, qui était, si je me souviens bien, un moine, et du coup, qui était du moins religieux, et du coup, cette écriture va petit à petit à se généraliser pour être l'écriture que nous connaissons. Ensuite, nous allons avoir un développement des bibliothèques. Le boom important des bibliothèques commence déjà à cette époque-là, avec des bibliothèques plus importantes dans certaines zones. Donc, il y a une forme avec cette réforme de tout simplement en faire un peu plus pour la culture, mettre en avant une culture beaucoup plus axée sur le livre, beaucoup plus axée sur l'écrit, moins axée sur l'oralité. Je vous rappelle que jusqu'à, notamment dans l'Antiquité, c'était principalement une culture orale. C'était moins une culture de l'écrit qu'une culture orale. Donc, petit à petit, on va voir en fait une volonté de mettre par écrit certains textes, certaines choses qui sont utiles pour la vie quotidienne. J'ai abordé tout à l'heure le cas de l'école, on va justement en parler avec le cas des écoles, du palais et de leur bibliothèque. La réforme carolingienne, en fait, elle a été un petit peu amorcée par des personnes qui faisaient partie de l'entourage de Charlemagne. Donc, je ne veux pas entendre la fameuse chanson de Sacré Charlemagne. C'est pas lui qui a inventé l'école. Non, pas du tout. C'est très faux même de dire ce genre de choses. Donc, la chanson peut être très drôle, mais là, pour le coup, elle ne l'est pas.
Donc, c'est un petit groupe, effectivement, de personnes de l'entourage de Charlemagne qui se sont dit, ben, cette réforme, on pourrait aussi la mettre au service de l'éducation. Ces personnes-là ont été formées dans le cadre de la Renaissance carolingienne et notamment à Aix, qui était un pôle de culture quand même relativement important. Donc, ce qui fait que celle-ci va avoir, on va dire, un coup de boost qui vient de plus haut, on va dire. Cette volonté en fait de faire mûrir, d'approvisionner les bibliothèques, on la retrouve même dans le testament de Charlemagne, où il est fait mention d'un important nombre de livres qui appartenaient à l'empereur. Donc, ça prouve que les bibliothèques du palais étaient approvisionnées tant par des legs, par des dons, par tout un tas de choses. Donc, ça prouve une volonté des rois de transmettre, de faire fructifier justement les bibliothèques qu'il y avait au sein de leur palais. Et ces bibliothèques étaient accessibles, pouvaient être accessibles par ceux qui étaient dans les écoles du palais. Charlemagne lui-même était pas un gros lecteur, mais un bon lecteur. Et oui, ça peut surprendre, mais Charlemagne lisait. Il lisait notamment les textes notamment de Saint-Augustin, des livres historiques, mais aussi des textes antiques. Donc c'était quand même un roi lettré. C'était pas seulement un fou de guerre, de bataille, et ce que vous voulez, de conquête. C'était aussi un roi lettré. Donc ça montre que même l'empereur lui-même voulait que les bibliothèques en fait s'enrichissent et sa bibliothèque personnelle d'abord en premier lieu, on va pas se mentir, mais que ça s'enrichisse, que ça fructifie de plus en plus. Les bibliothèques du palais, c'était posséder en premier lieu un ensemble de textes un peu didactiques. C'était notamment dans un souhait un peu de réintroduire l'enseignement au sein même des palais. Donc il y avait tout un tas en fait de textes, de livres qui étaient déjà très présents dans ces bibliothèques-là. Les bibliothèques étaient également possédaient également un scriptorum qui avait tendance un peu à enrichir les bibliothèques. Et là, vous allez me regarder avec des yeux gros comme des billes en me demandant mais c'est quoi le scriptorum ? Et c'était tout simplement l'atelier de copie en fait des ouvrages. C'est là où on retrouvait nos fameux moines qui étaient en train de copier à la chaîne un peu leurs livres. C'est ça en fait, c'est tout simple, c'est ça. Et cela s'explique notamment au temps de Charlemagne par le fait que Charlemagne avait demandé tout simplement un certain nombre de copies de certains ouvrages, tout simplement. Charlemagne, quand il voulait un bouquin, il demandait à ses bons moines, pourriez-vous me recopier ça s'il vous plaît ? C'était tout simple. C'était notamment c'était aussi des textes écrits par les notaires. Alors je rappelle que les notaires ne sont pas seulement des gens qui vont prendre les testaments, et là je vais renvoyer de nouveau à la playlist que j'avais fait sur mes travaux en master, je vous la mets juste ici. C'était aussi des juristes, donc ils étaient chargés d'écrire les lois, de les faire appliquer, de les contrôler. Ils avaient un background beaucoup plus gros que ce qu'ils ont maintenant. Pourquoi Charlemagne faisait faire ça ? Tout simplement pour être sûr d'avoir le bon texte et pas en fait d'une copie un peu arrangée. C'est tout. Donc c'était un peu dans un souci de précision. Il était l'empereur, il n'avait pas envie que ses lois soient mal écrites ou mal interprétées, voire transformées, ce qui peut se comprendre. Mais c'était des livres qui pouvaient faire partie des copies, mais qui étaient quand même rares à l'époque. Il y avait quand même un souci un peu de véracité, mais c'était des livres qui étaient relativement rares. À côté des livres qu'on pouvait, que Charlemagne et ses successeurs, mais notamment Charlemagne, faisaient faire copier par ses copistes, il y avait également les butins de guerre. Oui, ça peut surprendre, mais il pouvait y avoir des livres dans les butins de guerre, notamment les affronts, par exemple, contre les Lombards, quand Charlemagne est allé taper sur les Lombards, il a ramené quelques livres rares, mais il n'y en avait pas beaucoup.
Mais ça, les butins de guerre peuvent faire partie, en fait, des livres qu'on peut trouver dans les bibliothèques de l'époque. C'est pas impossible. Il n'y a pas que des bijoux et des trésors qu'on peut trouver dans les butins de guerre. Il y a aussi des livres précieux. Si on prend l'exemple, ben justement, de ces fameux scriptorums, de ces fameux ateliers de copie, on peut, par exemple, prendre l'exemple, ça fait beaucoup d'exemples dans cette phrase, bref, celui de la bibliothèque d'Aix, où on pouvait, ou qui était utilisé notamment pour reproduire des manuscrits destinés aux fonctionnaires de l'État. Donc, les bibliothèques servaient, certes initialement, à recopier des livres. Oui, c'est un fait. Mais on peut voir aussi que dans ces cas-là, elle peut être utilisée par d'autres personnes, que les écrits émanant de ces structures pouvaient être à l'attention de d'autres personnes, et des fois, ce n'était pas forcément des livres en soi. Toutefois, la bibliothèque du palais de Charlemagne ne va pas forcément lui perdurer, elle ne va pas forcément lui succéder dans le temps, enfin, va pas forcément, on va dire, perdurer dans le temps pour s'enrichir. Louis le Pieux va la conserver pendant un temps, puis après, petit à petit, il va vendre en fait les ouvrages, il va liquider un peu la bibliothèque du palais. Ce qui fait que on va retrouver les ouvrages un peu dispatchés dans les maisons religieuses. Donc, même si, je suis désolée, même si ce qu'on peut dire pour ce point-là, c'est que oui, les bibliothèques pouvaient être mises à contribution de l'éducation, enfin des écoles, mais de l'éducation surtout, de l'éducation, j'ai envie de dire de façon générale, mais cela est dû en partie à des hautes autorités, si on peut dire ça comme ça ne peut pas se faire un peu comme ça tout seul. Donc on a pu voir que Charlemagne, qui était un gros lecteur au sens où on l'entend à l'époque, avait la volonté d'éduquer les gens, de vouloir transmettre, de vouloir... il avait cette culture de l'écrit que n'ont pas eu forcément ses successeurs. Donc, lui, il était très axé sur l'enrichissement des bibliothèques, l'enrichissement de l'enseignement, que n'ont pas eu ses successeurs. Et c'est pour cela que... à sa mort, sa bibliothèque n'a pas résisté en fait, n'a pas perduré. Enfin, elle a perduré un temps, puis après, on s'en est débarrassé un petit peu en mode ça nous gêne, et puis plus qu'autre chose. C'est pour ça qu'on va aborder maintenant le cas des maisons religieuses, où éventuellement ces livres auraient pu, on va dire, être envoyés. Ces maisons religieuses possédaient des bibliothèques aussi, où on pouvait retrouver un certain nombre de collections. Les collections au sens où on peut l'entendre aujourd'hui, des collections principalement de livres, mais cela a pu se faire notamment avec la christianisation et une forme d'acculturation progressive qui se déploie également vers les campagnes, mais pas tant que ça. Les abbayes, on peut en parler également, avaient des bibliothèques, avaient des collections de livres, mais c'était beaucoup plus restreint. Donc, ces structures, ce qu'on peut dire, c'est que, certes, elles avaient elles-mêmes des bibliothèques, mais pas des grosses bibliothèques au sens où on pourrait en trouver dans un palais ou dans une autre structure. C'était des bibliothèques beaucoup plus modestes, enrichies, certes, avec les classiques de l'époque, la Bible, les écrits religieux, mais pas aussi fournis comme on pourrait le penser. L'exemple qu'on peut citer, c'est l'exemple un peu de Cluny. On a tous un peu en tête quand on est médiéviste les monastères de Cluny. En 910, on a le duc d'Aquitaine et de Mâcon qui est Guillaume le Pieux qui font le monastère à Cluny. Les Clunisiens, c'était un petit peu les rockstars un peu de l'époque, si je peux dire ça comme ça. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, c'est un petit peu les rockstars de l'époque. C'était, on va dire, les monastères les plus connus, les plus en vogue, enfin, tout ce qu'on veut, en fait. Le but de Cluny, le but de son fondateur, c'était de faire de Cluny un petit peu un endroit un peu à part.
loin, on va dire, un endroit à part au sens, avec une certaine indépendance, d'abord avec une certaine indépendance, mais aussi avec une volonté en fait de lancer une forme de modèle qui pourrait être copié par les autres monastères, avec notamment une organisation proche un petit peu d'une organisation seigneuriale. Donc Cluny est un endroit très à part, qui est à la cheval entre la seigneurie ecclésiastique et un monastère, tout ce qui pourrait être de plus lambda. Moi, personnellement, quand j'étais étudiante, ça a toujours été un endroit que j'ai trouvé très à part, Cluny. Et ça se retrouve un petit peu dans tout ce qu'on peut en lire. C'est un monastère qui est à la fois un pôle de culture, mais aussi un endroit où on a voulu créer quelque chose d'inédit pour l'époque. Donc, Cluny, c'est également, on le connaît aussi pour être un des premiers pôles de la réforme grégorienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la réforme grégorienne, c'est beaucoup trop long, mais c'est une réforme c'est une réforme à la base qui était lancée par le pape de l'époque, mais je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Je vous incite à faire vos propres recherches là-dessus, parce que ça mériterait un épisode entier et je ne vois pas le traiter maintenant. Cluny avait également une bibliothèque. Donc ça, c'est déjà pas démontré. Il y avait une bibliothèque qui lui était propre, ainsi qu'un atelier de copistes. Donc comme je le disais, Cluny avait une bibliothèque et un atelier de copistes célèbre. Oui, j'ai changé d'endroit pour charger l'ordi. On retrouve également des bibliothèques dont, comme je disais, dans beaucoup d'abbayes, mais avec un nombre de livres restreint. Donc là, je me répète un peu, mais bon, c'est pour vous rappeler un petit peu. Par ailleurs, le scriptorum prend un rôle de plus en plus actif, enfin de plus en plus important, tout du moins. On a un souhait, en fait, d'entretenir un peu, même de réanimer, une certaine forme de tradition intellectuelle plus ou moins ancienne, mais aussi on a une volonté de se procurer des textes, notamment les textes dont on a besoin. Donc il y a une vraie volonté en fait de reproduire un petit peu en masse tous les textes que l'on connaît, qu'on utilise au quotidien. Donc il y a une vraie volonté de justement un petit peu pas d'étendre le modèle, mais de faire perdurer un certain héritage. Ça a passé notamment par la copie de classiques, cela va sans dire, mais aussi de manuscrits qui ont été très abîmés par le temps. Déjà à l'époque, il n'y a pas que nous. Pardon, il n'y a pas que nous, il y a à l'époque aussi, on pouvait trouver des manuscrits très abîmés. Donc, il y a une vraie volonté de transmission et de conservation un petit peu du savoir que on va retrouver un peu dans toutes les époques. Le livre, en fait, n'est pas seulement conservé en bibliothèque, on le retrouve aussi dans les chœurs des églises. Oui, la Bible, par exemple, peut être conservée dans les chœurs des églises. Les écritures des saints peuvent être également conservées dans les églises. On les retrouve aussi dans les écoles, bien sûr, parce qu'à l'époque, il y avait des écoles, des écoles cathédrales, des écoles monastiques. Il y avait déjà des écoles dans les structures religieuses, ça je vous l'ai déjà expliqué. Donc c'est pas quelque chose en fait les livres ne sont pas forcément conservés dans une bibliothèque à proprement parler, mais dans des endroits où on est sûr qu'on peut y avoir accès. Le côté économie des bibliothèques, ce qu'on appelle les alors ça va être très agressif comme mot, j'en suis désolée, les bibliothéconomies, déjà ça me racle la gorge quand je le dis. Est-ce qu'il y a vraiment des hypothèses sur la question? Honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose, du moins de très intéressant. On peut toutefois souligner que les endroits en fait les plus importants, enfin les structures les plus importantes n'ont pas forcément de pièces bibliothèques à proprement parler, même si le terme bibliothèque peut quand même s'appliquer, même s'il n'y a pas de salle, enfin
il y a certaines un peu ambivalences, un peu certaines ambiguïtés. En fait, ce qu'on pourrait même qualifier de bibliothèque dans certaines maisons, dans certaines écoles, ce serait plus en fait la présence de coffres ou d'armoires qui stockent en fait les livres, un peu à l'abri peut-être de tous les éléments qui pourraient les dégrader. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des bibliothèques comme on entend parler de nos jours? Pas forcément. Je suis tentée de dire pas forcément, même si il y a des exceptions, bien sûr, mais c'est pas forcément le cas tout le temps. Quant aux collections, parce que bien sûr les bibliothèques entre guillemets sont constituées de pas mal de collections. Comme on l'a pu voir pour la bibliothèque de Charlemagne, beaucoup de livres de sa bibliothèque personnelle ont été dispersés dans diverses structures. Là, un peu pour certaines collections, c'est pareil, on va les retrouver un petit peu partout. Et notamment, oui, Mimi. Notamment, à partir du Moyen-Âge, mais aussi tout au long des autres siècles. Oui, Mimi. Ensuite, on va passer à notre partie du monde médiéval à partir de l'an 1000. Alors, à partir de l'an 1000, on va voir un certain nombre de changements. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de l'an 1000 ? On va un petit peu s'intéresser au monde rural et au monde urbain. C'est ce qui caractérise un peu le monde médiéval à partir de ce siècle-ci, c'est-à-dire un petit peu cette espèce de clivage entre les campagnes et les villes. Donc, dans les campagnes, comment ça se passe ? Les campagnes, en fait, vont dépendre un petit peu du système féodal, de l'évolution du système féodal, mais aussi de la féodalité en elle-même. Donc, c'est un monde un petit peu qui est assez dépendant de ces deux-là. Et donc, pour trouver des bibliothèques à cette époque-là, c'est quand même relativement compliqué. Selon moi, c'est assez compliqué. Dans le monde urbain, en fait, ça va être plutôt les villes qui vont être au centre des développements de bibliothèques. Les villes vont avoir un rôle un peu de modernisation, notamment un petit peu dans tout ce qui entoure le livre. On va avoir un petit peu une poussée de la demande, notamment au niveau de la production de livres, qui va s'expliquer notamment par une évolution, enfin une transformation de l'écrit, donc ce que je vous expliquais avec avec l'écriture caroline, mais aussi avec les pratiques et la production de livres. On va avoir tendance un petit peu à avoir un peu une évolution par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la production de livres. Cela va s'expliquer notamment par une question en fait par la question du commerce et de la négoce au niveau justement de la production de livres, mais aussi par une certaine maîtrise, et c'est pas le cas de tout le peuple. Là, je précise un peu, ce n'est pas le cas de tout le peuple de la maîtrise de l'écriture et de la lecture. Donc, c'est ce que je vous disais je vous disais à l'instant avec les Carolingiens et tout le bazar, c'est qu'on va avoir des gens qui vont envoyer leurs enfants à l'école, ceux qui le peuvent, je précise toujours ceux qui le peuvent, ceux qui peuvent se le permettre, et du coup qui vont apprendre à lire progressivement. La notion de lecture va s'installer, et du coup il va y avoir de plus en plus de demandes, et du coup lire et écrire. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, on va assister à des tenues de compte, on va assister notamment pour ce qui est commerce et négoce du monde du livre, on va se baser, je reprécise, on va se baser sur les comptes, tout simplement les livres de compte, la correspondance, les établissements de contrat, enfin, on va en fait un petit peu... on va s'appuyer un petit peu pour les sources, on va s'appuyer un petit peu là-dessus, mais également pour l'époque, savoir lire et écrire pour tout ce qui est commerce, c'est quand même la base en fait pour pouvoir en fait travailler. Donc on va assister à ça, mais on va aussi assister à l'émergence un peu de la féodalité, qui va être le nouveau système politique. Alors on retrouve la féodalité en campagne, c'est pas le problème, mais on va la retrouver un petit peu aussi en ville.
C'est la féodalité en fait va être un petit peu entre la tradition écrite, enfin la tradition, la coutume écrite, enfin la tradition écrite, mais surtout orale. En fait, si vous préférez, la féodalité est un peu à cheval entre l'oralité et l'écriture. Donc ce qui fait que euh, on va quand même avoir une forme d'écrit parce que les contrats, les droits et tout ça, ça va être écrit, bien sûr, ça va être écrit, ça va être obligé, mais aussi il y a une grosse partie qui va dépendre de l'oralité. Donc la féodalité est un petit peu à cheval entre les deux, je dirais, à ce niveau-là tout du moins. À partir du XIIIe siècle, il va de soi que c'est l'écrit qui va prendre un petit peu le dessus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'émergence des universités, mais aussi des ordres mendiants. Mais avant toute chose, c'est plus une conséquence c'est plus une conséquence peut-être due à l'économie du livre en lui-même, qui... Enfin, disons un petit peu que c'est... Disons un peu que tout ceci va affecter de façon sensible un peu l'économie du livre. Enfin, on va assister à des nouveaux besoins pour un nouveau public, en fait. C'est un peu l'histoire de l'offre et de la demande. C'est un peu sur ça qu'on va s'appuyer, et ça a tendance un peu à s'accroître au fur et à mesure. On va aussi avoir tendance aussi à s'appuyer sur l'enseignement, mais aussi sur les supports d'enseignement à cette époque-là. On va avoir un usage du livre qui va être beaucoup plus professionnel, notamment au niveau de l'écriture. Dans le cas des activités, dans le cas de certaines activités, qui va déboucher un peu à la formation, qui va déboucher à une certaine forme de demande de manuel de pratique, notamment dans certaines professions. Je m'explique. En fait, l'évolution de l'écrit et surtout son usage dans l'enseignement vont faire que on va avoir un besoin croissant en fait de manuels de savoir-faire pour certains métiers. En fait, c'est un petit peu les ancêtres plutôt des manuels de bac professionnel. Si on regarde un peu, c'est un petit peu ça. C'est un peu les ancêtres de nos manuels de bac pro. Là, c'est pareil, on veut des manuels qui forment à un métier. Là, c'est pareil. Mais aussi à la création de traités de toutes sortes. Enfin, il va y avoir, ça va être un peu un gros brassage, mais ça va être un peu la notion de, il faut mettre un peu l'usage du livre dans l'enseignement. On va voir aussi la création de d'autres formes un peu de livres, pas seulement des livres religieux ou des livres des manuels et tout ça. On va voir aussi un peu la création d'un nouveau genre de littérature, parce que oui, la littérature fait aussi partie des livres produits à cette époque-là, notamment avec ce qu'on va appeler les histoires qu'on connaît, les petites histoires qu'on raconte aux enfants, mais aussi ce qu'on a appelé le roman. Le roman existe déjà à cette époque-là. Donc, on va voir que à partir de l'an 1000, et je vais aborder un peu plus en détail ce qui va suivre après l'an 1000, à partir de l'an 1000, on va voir un peu une forme d'évolution. Le livre mis au service de l'enseignement, de l'écriture, de la lecture un peu pour tous, pour tout le monde surtout, et de nouveaux genres un peu littéraires qui vont être mis en place. Donc on va assister à une espèce de boom, bien évidemment, des bibliothèques avec le concours de l'enseignement, mais aussi un nouveau boom par rapport au nouveau style de lecture. Donc en fait, les bibliothèques vont s'adapter et surtout vont s'enrichir encore plus. À côté de cela, on va trouver d'autres structures. Alors je vais revenir un petit peu sur les maisons religieuses, mais avec un peu quelques particularités qui, avec l'évolution religieuse qui va se faire notamment à partir du XIIIe siècle, vont
avoir un petit peu, vont voir un petit peu à partir de leur mille leur place évoluer, leur fonction évoluer, et surtout il va y avoir un peu un espèce de petit mélange entre les maisons religieuses et l'influence de l'Église, donc même si les maisons religieuses sont influencées par l'Église, mais d'une autre façon. Il faut savoir que au niveau des bibliothèques en fait de l'époque, on peut les diviser en plusieurs blocs. On a les bibliothèques communautaires, on a les princières et les bibliothèques privées. Donc les communautaires, c'est ce sont des bibliothèques qui sont ouvertes à une population extrêmement large. Les princières, bon, je vous dis pas, je vous passe les détails, vous en doutez un peu pourquoi c'est. Et les bibliothèques privées, c'est tout simplement les bibliothèques qu'on a chez soi. C'est tout simple, il n'y a pas besoin en fait de donner plus de détails. Les maisons religieuses, dans un premier temps, en fait, elles ont, on va dire, elles ont un champ d'action par rapport à leur bibliothèque qui est relativement réduit. C'est principalement en fait concentré sur un domaine en particulier. Donc ce sont en fait des bibliothèques qui sont extrêmement restreintes et extrêmement pointues dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Avec le 12e, 13e siècle, alors je rappelle qu'au 12e, 13e siècle, vous avez notamment les nouveaux ordres qui commencent un peu à poindre. On va voir un petit peu, avec la fondation de nouveaux ordres, un rôle plus important en fait de ces maisons dans le travail, dans la formation, dans le travail intellectuel notamment, notamment avec les dominicains qui vont s'installer dans les villes. Toulouse est un oui, Mimi. Toulouse est un des premiers centres des dominicains. Vous avez encore un groupe de dominicains présent à Toulouse du côté de la fac de théologie. Donc c'est un groupe c'est un ordre religieux qui a toujours été extrêmement présent. Et du coup, ces ordres vont apporter leur patte à l'édifice avec une nouvelle culture qu'il n'y avait pas avant. Oui, Nini. Donc ça va être, on va dire, ça va excessivement se concentrer, notamment avec le XIIIe siècle, dans les maisons religieuses, plus sur un travail intellectuel que sur un travail de copie ou des choses comme ça. Donc le rôle en fait des maisons religieuses tend un petit peu à évoluer d'une certaine façon. D'un point de vue gestion, qu'est-ce qu'on peut dire de ces bibliothèques? C'est que on va un peu les diviser on va avoir des sources d'informations qui vont se catégoriser un peu en deux types. Tout d'abord, les exemplaires d'ouvrages en eux-mêmes, ce que la bibliothèque possède en elle-même, mais aussi des éléments un peu d'archives. Au XIIe siècle, on compte à peu près plus d'une centaine, voire plus d'une centaine, d'inventaires, dont certains sont issus de bibliothèques identifiées. On va également se baser sur des listes de copiés qui sont un peu des descriptions sommaires de ce que l'on peut trouver en fait dans les livres. Au niveau des inventaires, ce sont des inventaires copiés où on laisse des fois des blancs pour pouvoir un peu compléter. On va aussi trouver des informations sur les acquisitions qui ont été faites, mais on a une bonne source d'informations pour travailler sans vraiment en avoir une. On va aussi trouver des informations sur les conditions de production. En fait, les maisons religieuses sont un petit peu les maisons religieuses ont une certaine forme de documentation qui est à la fois très, très riche et en même temps où on trouve pas mal d'inexactitudes. On va trouver des livres notamment diverses avec
dans différentes structures qui abordent des domaines tout à fait différents. Je suis désolée, je caresse le chat en même temps. Enfin, ce qu'on peut dire à peu près, c'est ça. Par rapport aux institutions, on va dire, plus d'enseignement, tout à l'heure, j'ai pris le cas des universités. J'ai parlé des universités qui apportent également une certaine forme d'enrichissement bibliothèque. Les universités sont un petit peu organisées en corporation. Donc, quelque part, les bibliothèques vont être influencées tant par l'endroit où elles se trouvent que par en fait les courants de leur époque, surtout à ce niveau-là. Bien, maintenant on va aborder ce que je vous disais au tout début, le cas des bibliothèques ecclésiastiques. Donc, première fonction des bibliothèques ecclésiastiques, c'est d'avoir un gros panel de textes utiles à la liturgie, tant aux moines qu'aux clercs, notamment à diverses époques. À partir du VIe siècle, c'est ce que je vous ai dit, la règle de Saint-Benoît un peu est généralisée. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit, généralisée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On va exiger des moines qu'ils lisent notamment les livres sacrés, tout en élargissant un petit peu leurs fonctions. Donc en fait, les moines vont être un petit peu multitâches, c'est ce qui va se produire notamment avec la création des scriptorums. Donc les scriptorums sont, on va dire, créés à partir de cette année-là. Le latin, bien évidemment, est la langue de l'Église. On ne parle pas encore le franc à cette époque-là. Enfin, on ne parle pas le français plutôt à cette époque-là. On parle le latin surtout dans les écrits. On trouve beaucoup d'écrits en latin. Alors je précise qu'il n'y a pas que les livres religieux qui sont écrits en latin. Vous retrouvez également le latin pour tout ce qui est texte de droit. Donc c'est aussi une langue que l'on parle tant en droit que pour la religion. L'intérêt un petit peu d'utiliser le latin, notamment pour certains textes, c'est de les rendre un tout petit peu plus vivants. Mais après, ça reste une langue qui est très utilisée dans la liturgie. Cela permet notamment de transmettre les copies et la transmission un petit peu d'une partie des textes antiques, donc les garder un peu tels quels, en sachant que le latin médiéval, le latin antique a quelques différences, mais elles sont très 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 minimes. Vous pouvez très bien en fait avoir étudié le latin antique auparavant et vous en sortir très bien en latin médiéval, donc il y a très très peu de différence. La Renaissance carolingienne par rapport aux bibliothèques ecclésiastiques va apporter à ces dernières un peu une ouverture vers la culture profane. Donc, ce qui prouve que les bibliothèques ecclésiastiques ne sont pas forcément que centrées sur les textes sacrés. Les fidèles de Charlemagne, donc cet entourage, cette espèce de grand entourage qui a justement aidé à la création de la réforme carolingienne, vont faire en sorte que les bibliothèques en sorte, on va dire, de donner un coup de boost déjà aux bibliothèques sur place, enfin existantes sur place, c'est-à-dire pas les bibliothèques antiques, mais les bibliothèques qui ont été créées à l'époque, notamment en les réorganisant, en multipliant les copies d'ouvrages, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en prenant appui sur l'école, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais aussi en accumulant, pas en accumulant, mais oui, en accumulant d'une certaine manière les notions utiles tant dans les débats théologiques que les débats politiques. Donc en fait, le but étant que on veut remettre les bibliothèques qui sont là au goût du jour, les bibliothèques ecclésiastiques au goût du jour, mais on va faire en sorte que ces bibliothèques apportent un esprit critique aux gens qui vont lire les ouvrages. Donc en fait, il y a une double utilité à les remettre en avant, c'est que ok, elles sont là, mais on va essayer de faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus attractives et qu'elles soient beaucoup plus axées sur l'esprit critique. Donc c'est un petit peu ça le but. Avec
Avec le Xe siècle, c'est un petit peu différent. On va assister à un peu à un déménagement de certaines bibliothèques qui vont se retrouver un petit peu dispatchées partout. Elles ne sont pas détruites, mais elles vont être un petit peu déménagées, peut-être pour que les collections se retrouvent pas, pour des questions peut-être aussi de mobilité, pour des questions d'agencement, ou pourquoi pas, j'ai envie de dire. Au XIe, XIIe siècle, ben, les bibliothèques cathédrales, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un peu vont de pair un peu avec l'école. C'est-à-dire que ces bibliothèques vont être un peu mises au service de l'enseignement. On retrouve également au XIIIe siècle les bibliothèques de chanoines réguliers. Donc on revient un peu on revient un petit peu avec cette notion de règle, qui veut s'axer sur une forme intense de l'activité intellectuelle, notamment avec l'essor de nouveaux ordres religieux, notamment avec la forme de nouveaux ordres religieux, mais aussi avec une place très prépondérante de l'activité, dans leur activité, des livres, qui justement fait partie un petit peu de cette mise en avant de l'écrit, et du coup qui permet la transmission de façon beaucoup plus facile des idées. Les nouveaux ordres religieux, les dominicains, les bénédictins, les prêcheurs, ce que vous voulez, vont créer des bibliothèques un peu partout où ils passent. Donc ce qui permet ça permet à leurs idées en fait de proliférer un peu partout et d'avoir une plus grande résonance. Toutefois, il faut quand même souligner que dans ces bibliothèques ecclésiastiques, le nombre de volumes reste quand même très limité, peut-être faute de place ou faute peut-être de moyens ou que sais-je. À la fin du XIIe siècle, on compte dans le monastère de Cluny à peu près 570 livres, ce qui n'est quand même pas rien pour l'époque. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport tout à l'heure à Cluny, on va en faire un domaine à part, on va en faire un domaine de culture assez différent des autres. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'enrichir, jusqu'à ce que celle-ci soit, on va dire, le plus complet, la plus grande possible. Parce que 570 livres, c'est quand même assez gros pour l'époque. Pour un monastère, tout du moins, c'est surtout pour un monastère de l'importance de Cluny, c'est quand même relativement bien. Les livres liturgiques, c'est ce que je fais les livres. Les livres liturgiques, les livres ne sont pas regroupés dans un lieu unique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On les retrouve dans les chœurs d'église, dans les sacristies, on les retrouve un petit peu partout. Donc en fait, les bibliothèques, même si vous trouvez des grandes bibliothèques, comme là je viens de vous dire à Cluny, il n'en reste pas moins que dans certaines zones, c'est complètement c'est entrecoupé entre plusieurs lieux. Donc en fait, je me répète un peu par rapport à tout à l'heure, mais ça permet aussi de dégager les principales angles entre bibliothèque ecclésiastique et laïque tout à l'heure. Ça montre un petit peu cette volonté de... certes, il y a un certain nombre de livres pour plusieurs usages, donc on va les mettre dans les endroits où ils sont susceptibles d'être utiles. Après le XIIIe siècle, on voit apparaître justement les universités, les collèges, les nouveaux ordres religieux, je ne vais pas y revenir dessus. Toutefois, les universités, comme elles sont en corporation, elles ne sont pas toujours dotées de bibliothèques, du moins c'est dans un premier temps. Les bibliothèques, certaines, faut savoir que les universités n'étaient pas toutes de la même trempe que Montpellier, que Paris ou des choses comme ça. Donc ça ne me surprend pas forcément qu'il n'y ait pas, on va dire, de bibliothèque partout. Toutefois, quand cela était possible, ça permettait aux étudiants d'avoir accès à des livres qui sont relativement coûteux et du coup relativement rares. Ces bibliothèques, d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, deviennent de plus en plus importantes, notamment dans les collèges. C'est notamment le cas surtout dans les collèges. Au XVe siècle, le collège de Merton a à peu près 1200 ouvrages.
ce qui est quand même relativement, enfin 1200 manuscrits, ce qui est relativement beaucoup et pas mal surtout. Et là, je pense qu'on parle de manuscrits qui sont copiés et non imprimés. Donc, ce qui est déjà relativement beaucoup. À la Sorbonne, au XIVe siècle, avait à peu près 1700 volumes. Après, avec quelques particularités, certains étaient enchaînés, mais bon, enfin, il y avait, pour ces livres précieux, il y avait toujours, on va dire, une sécurité, c'est-à-dire qu'on pouvait pas les bouger, on pouvait y avoir accès tout le temps, certes, mais on pouvait pas les emporter, ils étaient pas prêtables, donc, quelque part, certes, c'est super d'avoir, quand on est étudiant, d'avoir accès à des livres, surtout à cette époque-là, avoir accès à des livres extrêmement coûteux, extrêmement précieux, extrêmement chers, mais ce n'est pas, je pense que ce n'est pas sans conséquence dans le sens où, bah oui, on peut pas avoir accès à des livres qui sont trop précieux et qu'on peut pas emprunter. Bref. À ce stade-là, on va plus considérer que le bien commun va passer un peu, enfin, va passer un peu sur le bien individuel. Donc, c'est pour ça que certains livres bénéficient un peu d'une espèce de protection nec plus ultra, déjà pour l'époque. On va avoir à peu près petit à petit des collections de plus en plus importantes pour un public de plus en plus nombreux, mais aussi la mise en place de nouveaux outils, notamment les catalogues accessibles aux lecteurs, plus un classement systématique. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit l'autre fois par rapport au catalogage et par rapport au catalogage, c'est déjà que le catalogage, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur l'Antiquité, c'est un système qui est relativement ancien, dont on n'a pas toujours, on va dire, conscience. Mais déjà au Moyen-Âge, c'était un système qui était utilisé, qui était déjà connu. Mais dans ces bibliothèques, on trouvait des textes correspondant à des programmes qui dépendaient de chaque faculté. On trouvait des ouvrages, je sais pas moi, des ouvrages théologiques, de médecine, ou pour ne citer que cela. Donc en fait, on trouvait tout un grand panel d'ouvrages spécialisés, mais on trouvait aussi des ouvrages de littérature, comme même s'ils étaient très peu présents, on en trouvait quelques-uns, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit apparaître petit à petit la notion d'histoire, pas au sens d'histoire avec un grand H, mais avec le petit H, mais aussi des romans. Donc c'est normal qu'on ne trouve pas une grande floraison, on va dire, de littérature encore à cette époque-là. Par rapport aux textes, les textes qu'on pouvait trouver des ordres mendiants, c'était notamment des textes qui avaient pour utilité principalement pour la prédication. Donc on trouvait beaucoup d'ouvrages, pas dans les universités, mais de façon générale dans les bibliothèques ecclésiastiques. On trouvait des ouvrages en fait qui pouvaient avoir plusieurs usages, certes, mais avoir aussi des ouvrages qui sont qui émanent de différentes entités, je dirais. À côté de cela, on va aussi trouver les bibliothèques ecclésiastiques. Oui. Les bibliothèques laïques qui, cette fois-ci, ne sont pas forcément des bibliothèques à caractère religieux, mais peut-être à caractère beaucoup plus universel. Cet essor notamment est marqué par un renouveau intellectuel et économique qu'on situe à peu près aux alentours du XIIe, XIIIe siècle. Donc ce n'est pas forcément étonnant. On voit l'émergence déjà des villes qui se fait de plus en plus sentir à cette époque-là, mais aussi de nouvelles formes de pensée, d'une nouvelle forme de pensée qui tend petit à petit à se faire également sentir. Donc c'est quelque chose qui n'est pas surprenant. De la petite bibliothèque professionnelle classique, on va assister on va voir des collections de plus en plus grandes, de plus en plus nombreuses, notamment avec des centaines de manuscrits. Donc on passe de la petite bibliothèque professionnelle avec quelques ouvrages utiles pour sa profession à un truc vraiment, vraiment qui fait le double ou le triple.
Mais les plus importantes, ça reste les bibliothèques de princières, donc c'est les premières bibliothèques laïques qu'on connaît. Je n'en ai pas parlé parce que, bien évidemment, les bibliothèques princières, voilà, c'est des cas, j'ai pas trouvé ça très intéressant à traiter, donc j'ai mis ça totalement de côté. Mais sachez que ça fait partie des bibliothèques laïques, ce sont aussi des textes. Les bibliothèques laïques contiennent également des textes écrits en français en grande majorité, parce que bien sûr c'est destiné à des gens qui n'ont pas forcément une connaissance poussée du latin. Les princes ont des connaissances poussées du latin, ça tout le monde le sait, mais pas tout le monde, pas tout le monde. Et c'est pour ça que avec le français le français de l'époque qui commence à s'installer, on voit apparaître des textes de plus en plus nombreux, traduits plus ou moins du latin au français, avec quelques différences près, mais oui. Ces textes traitent de domaines assez variés. On trouve des écrits religieux, bon, majoritairement bien sûr, mais aussi scientifiques, littéraires, historiques, enfin ce que vous voulez. On va traduire à peu près en français comme on l'entend à l'époque, un certain nombre d'ouvrages pour que tout le monde puisse y avoir accès et que tout le monde puisse le lire. Et surtout puisse le comprendre, parce que le petit peuple ou même le bourgeois classique ou le petit noble n'a pas forcément une connaissance poussée du latin. Ce ne sont que les grosses sphères qui ont une connaissance poussée du latin. Pourquoi? Parce que enseignement avec des précepteurs, enseignement religieux, donc tout le monde n'en a pas au niveau de la littérature. Au niveau de la connaissance du latin, il y a toujours eu une espèce de petit clivage qui fait que tout le monde n'a pas une connaissance poussée, et du coup ces bibliothèques laïques, ces textes en français ont pour but justement de former un maximum de gens, de leur faire comprendre un langage qu'ils connaissent. Donc c'est avant tout ça, c'est pour toucher un plus grand nombre. Tout ça contribue bien évidemment à la création d'un nouveau genre de bibliothèque avec des matériaux permettant au roi et à ses conseillers de gouverner, bien sûr, parce que il va de soi qu'on va pas prononcer un texte en latin si la plupart du peuple ne le comprend pas. On va le prononcer en langue d'oc ou en langue d'oïl, selon où on se situe, au nord ou au sud, et de préférence, on va essayer de le traduire dans la langue que les gens connaissent. Donc, cela a pour but, en fait, de toucher un maximum de personnes et de se faire comprendre un maximum de personnes. Avec à la fin du XVe siècle, donc c'est-à-dire à la fin du Moyen Âge, certaines de ces bibliothèques ont un large panel en fait d'anciennes collections, et d'autres en fait ont tendance un petit peu à s'adapter en fonction des courants de pensée, des courants avec notamment le courant humaniste, avec les nouveautés, donc on va avoir un petit peu une forme d'évolution aussi des contenus des bibliothèques. On va aussi redécouvrir un peu des textes antiques, notamment grâce au reste des bibliothèques, de la bibliothèque de Constantinople, enfin de l'Empire romain d'Orient, parce que je rappelle que fin du XVe siècle, l'Empire romain d'Orient n'existe plus du tout. Constantinople est prise en 453, si ma mémoire est bonne. En 453, donc je ne me suis pas trompée, en réfléchissant un petit peu mieux. Donc ce qui fait qu'on va avoir déjà la culture occidentale déjà qui est là, qui va être complétée par la suite par une culture venant de l'Empire romain d'Orient, qui, comme la Constantinople est prise, tout simplement, les intellectuels de Constantinople de l'époque vont émigrer en Europe, d'une part pour être protégés, pas se faire massacrer, et d'autre part ils vont immigrer avec tout le savoir qu'ils ont, donc ce qui fait que ça va encore plus enrichir le savoir. Toutefois, il faut tout de même signaler que même si il y a cet enrichissement de la culture, les bibliothèques restent toutefois relativement modestes en temps général. Elles sont destinées notamment à un public assez limité, dans ces cas-ci, ce qui fait que cela pose le problème peut-être aussi du fait de faire partager un peu à un grand nombre de monde. Donc
l'invention du livre imprimé à partir des années 1500 va donner une autre dimension et un autre usage au livre. Ça va permettre aussi au livre de se diffuser beaucoup plus facilement. On va assister à une autre façon de produire les livres, à une autre façon un petit peu de l'utiliser, mais aussi ça va aussi donner oui, si on veut, un autre sens au scriptorum qui, jusqu'à présent, c'était les moines qui copiaient, maintenant c'est une machine. Donc, ça a donné une autre dimension à la production du livre, à son image et aussi à tout ce qui entoure, notamment au niveau des supports, des caractères. Il faut savoir qu'on commence petit à petit à utiliser le papier qui était auparavant très très cher, mais on va l'utiliser pour le livre. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait en dire par rapport à ça? Déjà, on peut tout aussi bien dire que il y a différentes, en fait, il y a eu différents booms, différents usages, différentes transformations des bibliothèques au travers de la période médiévale. Certes, on va toujours avoir cette prépondérance de la littérature religieuse, des ouvrages religieux, parce que c'est la base un petit peu de la culture de l'époque, mais on va avoir aussi une certaine forme de culture, de réorganisation de la culture qui va commencer à se faire notamment au Moyen-Âge et qui va s'étendre tout au long de la période et qui va tendre à s'enrichir. Il va tenter de s'enrichir, notamment avec la redécouverte de textes antiques, avec de nouveaux courants de pensée. Donc, le Moyen-Âge est quelque part très 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 mouvant au niveau des livres et des bibliothèques par rapport à ça. Donc voilà, écoutez, je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je suis désolée si par moments j'étais un tout petit peu brouillon, mais c'est vrai qu'avec ma relecture de notes et le fait que je parle du nez, c'est une horreur, donc je m'excuse par avance pour ça. J'espère que le sujet va vous plaire, va vous intéresser. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau épisode sur cette fois-ci la période moderne, en espérant que je ne parle plus du nez d'ici là, sinon on va pas s'en sortir. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais de très gros bisous d'ici là. Ciao tout le monde!